Je le dis chaque fois, mais maintenant, le titre dont je suis le plus fier, hein, donc je n'oublie pas. Hein. Donc merci de m'avoir invité pour cet événement, puisque c'est le 25e, 25e congrès, 40e année de la Ligue, je crois, et le 15e président. Donc les chiffres sont magnifiques. Donc vivement la commémoration de ce soir. Donc merci beaucoup pour cette très gentille invitation, et vous connaissez le plaisir et le bonheur que j'ai de venir à chaque fois, mais je vous le répète à chaque fois parce que je pense que c'est important. Mais on m'avait confié un sujet qui n'est pas facile. Le sujet n'est pas facile, très important, mais assez compliqué. C'est une question qui préoccupe bien sûr les praticiens, qui préoccupe les patients de fait, et qui préoccupe aussi les payeurs. En fait, cette question est une question fondamentale aujourd'hui, c'est peut-on arrêter ou au moins espacer les biomédicaments chez les malades en rémission dans la polyarthrite rhumatoïde, puisque je vais faire un focus sur la polyarthrite rhumatoïde. On pourrait faire le même exposé dans la spondylarthrite ankylosante, mais ça sera probablement pas les mêmes réponses, en tout cas pas les mêmes arguments. Donc c'est une question, je le répète, très importante, médicale et économique pour l'ensemble des pays qui utilisent ces médicaments-là. En Tunisie ou en France, on se pose exactement les mêmes questions. Est-ce qu'on peut finalement réduire ou arrêter ces traitements? Alors pour rentrer dans le sujet, je vous rappelle quand même, pour ne pas perdre le fil de notre pensée thérapeutique, je vous rappelle quand même que ces médicaments ont fait faire des progrès vraiment extraordinaires dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde et bien sûr de la spondylarthrite, et que ces médicaments nous ont permis de mettre en place des nouvelles stratégies thérapeutiques, avec trois objectifs qui se recoupent. Réduire l'évolutivité de la maladie, ça c'est assez facile à comprendre, le malade doit aller mieux, il doit vivre mieux. Il faut réduire aussi tout ce qui peut altérer l'handicap, c'est-à-dire son futur et sa vie quotidienne, et il faut, et c'est plus technique, mais bien sûr c'est fondamental, bloquer dans la polyarthrite la destruction, puisque c'est la destruction qui fera un jour l'handicap, en tout cas une grande partie de l'handicap. Tout ça nous menant en fait à un besoin impératif dans cette maladie, c'est d'aller chercher la rémission. Donc c'est un des principes, c'est le principe fondamental. Aujourd'hui, c'est treat to target, la target, c'est la rémission en fait. La question difficile, et j'ai pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais c'est un prérequis fondamental, c'est quoi la rémission? Ça, je vous rends attentif à cette difficulté parce que ça sous-tend finalement toute la suite de l'exposé. On va voir finalement quand arrêter les traitements ou quand espacer, mais tout est conditionné par le fait qu'on considère comme le malade en rémission. Et la notion de rémission, c'est compliqué. Elle existe, on dit que c'est nouveau, mais pour les plus anciens, je vous rappelle que Pinhals, en 81, déjà, avait fait ses premiers critères de rémission, les critères ça s'appelait pas la CR à l'époque, ça s'appelait l'ARA encore, je pense, en 81. Donc on a déjà des critères en 1981, et tout ça a évolué jusqu'aux critères probablement les plus drastiques qui sont ceux de l'ACR-EULAR 2011, la fameuse règle des 1, vous savez, moins de une articulation swollen, gonflée, moins de une tender, enfin une ou moins de 10 sur 100 de VA et moins de 10 de VS de 10 mm à la première heure. Donc c'est quand même notre règle des 1 qui est probablement la rémission la plus drastique qu'on connaisse et qu'on utilise aujourd'hui, qui est beaucoup plus drastique, beaucoup plus exigeante que la rémission d'AS28 à 2.6, pour prendre les deux définitions les plus strictes. Mais sur ces notions de rémission clinique, aujourd'hui se greffe une notion de rémission échographique, d'imagerie, structurale comme on dit, qui rajoute encore une couche et qui rend le niveau d'exigence de la rémission encore plus dur, encore plus compliqué. Donc, pour finir, parce que je le répète, ce n'est pas le cœur du sujet, mais on ne peut pas ne pas en parler pour commencer, cette notion de rémission, elle est variable dans le temps, variable dans sa dureté, c'est-à-dire dans son exigence, d'autant plus qu'on y inclut aujourd'hui un critère de rémission structurale échographique. Et si on prend des PR dites avérées, plus de 5 ans d'évolution, si on essaie d'appliquer à ces PR-là les critères cliniques les plus durs, ACR-EULAR 2011, plus les critères échographiques, on a très peu de malades réellement en rémission complète. C'est-à-dire 0 swollen tender, EVA moins de 10, VS moins de 10, échographie, pas d'hypervascularisation Doppler. Si on fait ça, en réalité, on a très peu de malades en rémission. C'est un petit peu moins vrai pour les PR débutantes qu'on traite, où là on obtient un peu plus souvent, dans 15%, c'est difficile à dire selon les séries, je dirais entre 10 et 20% de malades qui répondent à tous ces critères-là, même les critères échographiques. Donc vous voyez que c'est dur d'atteindre la rémission. Alors,
vous pourriez me dire, le topo il est déjà fini, si c'est dur d'atteindre la rémission, on ne peut jamais arrêter. Et c'est finalement un peu le fil rouge de mon exposé. Vous allez voir qu'il est assez difficile d'arrêter, sauf exception, parce que la vie, c'est des exceptions. Il y a des exceptions situation des patients chez qui on peut arrêter, mais vous allez voir que globalement, il est assez difficile d'arrêter. Voilà pour la rémission, je voulais faire cette introduction qui me paraît très, très importante. Pour obtenir la rémission, retenez, c'est un petit rappel que j'évoque avec vous, qui m'est un peu personnel, mais j'aime bien, parce que ça marque bien l'état de l'art aujourd'hui, cette fameuse règle des 4 T que je vous ai peut-être déjà présentée. Moi, j'aime bien le présenter comme ça. Traiter tôt, le T de tôt, ça, plus personne remet en cause ce concept-là. Dès le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, il faut démarrer le traitement d'ancrage par Dimart, méthotrexate idéalement. Je vous rappelle les recommandations. Je ne fais pas de commentaires. Deuxième dogme, non, je vais retirer le terme de dogme parce qu'on n'aime pas les dogmes. Deuxième règle, parce qu'il n'y a pas de dogme, parce qu'un dogme est fait pour être changé par un autre dogme. Donc les dogmes, ça n'existe pas. En tout cas, deuxième bonne règle, c'est le deuxième T de contrôler ou tight, parce que le concept est venu de la fameuse étude Ticora, qui a déjà plus de 10 ans, je crois que c'est 2003, 2002 ou 2003 Ticora. Donc tight de Ticora qui veut dire contrôler. Là aussi, personne ne remet plus en cause le fait qu'il faille contrôler avec un objectif. Contrôler avec un objectif, c'est simple. C'est je vois la malade, je me fixe l'objectif rémission et je le vois aussi souvent qu'il faut pour obtenir le meilleur résultat possible, si possible la remission, ou alors la low disease activity, l'activité faible, qui est le DAS 28 à 3.2. Donc ce deuxième principe, on ne peut plus le remettre en cause parce qu'il est prouvé par toutes les études. Là, vraiment, je crois que c'est très solide et c'est du bon sens médical. Les meilleurs, entre guillemets, dogmes, c'est ceux validés par le bon sens et pas par le BM. C'est ceux où c'est évident. Le troisième T, qui est intéressant, important, qui est peut-être le T le plus débattu. C'est le T le plus débattu, c'est la nécessité d'un traitement intensif. Alors, le traitement intensif, c'est certainement vrai, mais ce n'est pas forcément vrai ou nécessaire pour tous les patients. Mais par contre, le malade qui doit avoir un traitement intensif rapide, il ne faut pas le louper. Je prends, pour expliquer ce concept de ce troisième T d'intensif, vous savez qu'il y a des malades qui ont rapidement, par des facteurs de mauvais pronostic, une évolution structurale, des érosions qui progressent. C'est aujourd'hui, dans nos populations de polyarthrite, seulement 20% à peu près des malades. Vous connaissez tous, comme moi, vous savez, les courbes en plot, où on voit point par point la progression individuelle de chaque malade. Vous avez vu dans toutes les études actuelles, finalement, la partie droite de la courbe, quand on regarde, cette partie droite, c'est 15 à 25% des patients qui progressent, qui sont progresseurs. Mais ceux-là, ces 15 à 20%, il ne faut pas les louper, il faut les détecter tôt et il faut intensifier. Quand je dis intensifier, c'est à vous de décider comment, soit en combinant les DIMARS, la trithérapie peut être une forme d'intensification, mais surtout l'utilisation des biomédicaments, avec une question que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui est une très bonne question. Est-ce que c'est aussi bien de faire en intensification une trithérapie ou des biomédicaments? On va essayer de poser la question en France, vous savez, par nos programmes de recherche clinique PHRC. On a fait ROC il y a 3 ans avec Jacques Éric. Cette année, on va proposer un vrai programme de recherche pour faire, dans un pays comme le nôtre, la vérification que la trithérapie apporte autant ou pas autant, ce sera la question, qu'une intensification par les biomédicaments dans cette population-là. Parce que la vraie question, elle est là. Si 80% des PR ne progressent pas, si vous comparez trithérapie et biomédicaments et que vous regardez comme j'allais dire, marqueur la progression, vous n'aurez pas de différence, puisque de toute façon, 80% des malades ne progressent pas. Donc, si on regarde tout le monde, on ne voit pas de différence. Et les fameuses études que vous connaissez, je ne rentre pas dans le détail, mais l'étude TIR, l'étude SWEFOT, toutes ces études-là qui montrent petite différence ou pas de différence, ou l'étude RACAT, les fameuses études de M. Odell, qui est le pape de la trithérapie, toutes ces études, elles ont toutes des grosses faiblesses méthodologiques parce qu'elles ne posent pas forcément bien la question. Donc on aimerait bien, parce qu'il faut répondre à cette question pour des raisons économiques aussi. Est-ce que c'est pareil ou pas pareil? Donc on va essayer de reposer cette question en faisant une grande étude française multicentrique de type PHRC. Il faut 300-400 malades. Je pense qu'on a réussi ROC avec 300. Je pense qu'on peut réussir cette étude-là. Donc j'aimerais vous présenter dans 2 ans, dans 3 ans les résultats. Ça sera intéressant. Et la question restera pertinente, je crois, pour des raisons économiques. Autant il y a 7 ou 8 ans, j'aurais dit, allez, c'est trop tard. De toute façon, les biomédicaments vont
tout balayer et puis on fera plus que des biomédicaments. Aujourd'hui, en raison de problèmes économiques de nos pays, ben, on peut plus donner de l'argent à tout et donc on est obligé de se reposer des questions qui sont des questions médicales et économiques, médico-économiques, qui sont de bon sens. Il faut se la poser. Je finis donc sur ce 3e T pour parler du 4e T où là c'est beaucoup plus simple. Le 4e T, évidemment que ce 4e T est vrai, c'est vrai parce que c'est du bon sens médical. Aucun traitement ne peut être utilisé sans être adapté au sujet. Tout le monde le fait, sauf que le concept, il est un peu nouveau, on est un peu dans de la communication, mais c'est évident et vrai, et vous savez que ce concept en fait de traitement adapté précoce, je voulais simplement montrer une slide avant d'aborder le vrai sujet. Vous voyez que l'adaptation individuelle du traitement chez un patient avec une polyarthrite rhumatoïde, il dépend de pas mal de facteurs au fond. Intuitivement, vous les intégrez, mais c'est intéressant de les formaliser. Ça dépend du médicament, bien sûr. Vous n'allez pas utiliser le même médicament parce que le rapport bénéfice-risque du médicament varie selon les situations. Ça dépend bien sûr donc aussi de la maladie, des facteurs prédictifs de sévérité, de l'état inflammatoire, les deux s'associant bien sûr, mais il y a au-delà du caractère inflammatoire de la maladie d'autres facteurs prédictifs, notamment socio-culturels, socio-professionnels, qu'il faut absolument intégrer. Et puis vous avez à droite de l'écran les caractéristiques du patient qui sont des données personnelles, mais aussi des données de co-traitement et de comorbidité. Je prends un exemple très simple, vous allez vite comprendre. Un patient qui a 75 ans, qui est diabétique, hypertendu avec une insuffisance cardiaque, il est évident que vous ne faites pas les mêmes choix thérapeutiques qu'une jeune dame de 20 ans, sans antécédents, sans traitement, qui débute son biomédicament. Donc évidemment que le 4e T d'adapter, il est vrai, parce que c'est du bon sens médical. Simplement, il faut bien faire la checklist dans sa tête des éléments qu'on prend en compte pour faire cette médecine personnalisée de premier âge. C'est aujourd'hui qu'on fait ça. Peut-être qu'un jour, on greffera là-dessus, sur ce schéma qui est vrai déjà aujourd'hui, de médecine personnalisée, on greffera des puces, des omiques multiples, des puces génétiques, des puces protéomiques, et qu'on arrivera, Philippe, je ne sais pas si Philippe Godin est dans la salle. Philippe ? Voilà, Philippe qui connaît bien l'approche omique par les protéines, il a été un des précurseurs en France à faire ça, c'est un des facteurs prédictifs, mais aujourd'hui vous savez qu'on peut faire de la métabolomique, de la lipidomique, au-delà de la protéomique, on peut faire de la omique en général, donc peut-être qu'un jour on aura une approche omique individuelle pour faire cette médecine personnalisée, mais aujourd'hui ça reste de la recherche clinique, et ça n'est pas encore de l'application quotidienne dans tous les centres, à tous les patients. Donc voilà, cette introduction longue, mais je crois que c'est important, sans quoi le reste du sujet n'a pas de sens. C'est important de partir avec un niveau d'explication de ce type-là. Il me reste une quinzaine de minutes pour aborder donc la vraie question, qui est la question que vous m'avez posée, c'est finalement, quand on est en rémission, peut-on espacer ou arrêter? Avec forcément un certain nombre de sous-questions pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse. Première sous-question, c'est espacer ou arrêter, vous avez compris. La deuxième, c'est à quel niveau de rémission et quand. C'est important. C'est-à-dire, c'est quand? C'est après 3 mois de rémission, après 6 mois, après 12 mois, après 24 mois. Donc, question, vous allez voir, on ne peut pas répondre. Et je vous rends attentif à ce niveau de rémission. Alors, que l'on dise que le meilleur niveau de rémission est l'optimal avec la rémission structurelle échographique, on est tous d'accord. Mais à ce moment-là, la question ne se pose plus que pour un tout petit nombre de malades. Et si je parle de la durée de la rémission, je vous rends attentif aussi au fait que quand on a une paire débutante de moins de 3 mois, si vous traitez dans les 3 mois et qu'elle est en rémission 3 mois après, c'est peut-être déjà très pertinent. En revanche, si ce patient a 15 ans d'évolution et que 3 mois après il est en rémission, peu de 3 mois c'est peut-être trop court. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la notion de durée de la rémission, même pertinente, ça doit varier en fonction de l'âge de la maladie. Ce qui montre bien la complexité des choses. Et la dernière sous-question, c'est finalement quel traitement faut-il espacer ou arrêter? Est-ce qu'il vaut mieux espacer, arrêter le DMARDS, espacer ou arrêter le biomédicament? Alors, je ne sais pas s'il y a des médico-économistes dans la salle ou des payeurs. Le payeur, il va nous dire immédiatement, bien sûr, qu'il faut arrêter, espacer le biomédicament. Économiquement, oui. Est-ce que c'est vraiment vrai et pertinent pour le patient? Aujourd'hui, on ne sait pas malheureusement répondre encore à cette question. Donc voilà, je ne vais pas vous décevoir, mais l'exposé que je vais faire est EBM, c'est-à-dire fondé sur les études. Vous allez voir que ces études ne permettent bien sûr absolument pas de répondre à tout ça. Donc il y a du boulot à faire, mais on a quand même aujourd'hui quelques pistes intéressantes. Et je vais vous montrer, j'ai fait le choix sur une dizaine d'études au total, j'ai fait un focus en prenant 4-5 études.
voyez, pour donner un échantillonnage de ce qu'on sait, j'ai pas pu faire un exposé exhaustif sur toutes ces études d'espacement ou d'arrêt à la rémission, mais j'ai pris quelques focus pour illustrer quelques points importants. La première, c'est une étude observationnelle. Je vais vous montrer 2 études observationnelles et 3 études randomisées. Donc les 2 parties, méthodologiquement, vous connaissez la différence. L'observationnel, c'est la vraie vie, on observe et puis on voit. Ça n'a pas la valeur médicale, scientifique, si vous voulez, d'une étude randomisée, d'une étude contrôlée. Donc, étude observationnelle faite au Japon, 197 PR établis. J'ai oublié de vous dire, avant de parler des études, soyez très attentifs à 3 critères dans les études. Est-ce qu'on parle, et c'est vrai, gardez ça en tête, est-ce qu'on parle de PR établie ou débutante? Ça, c'est le premier truc à regarder, c'est pas du tout la même chose. Deuxième chose, quand on parle de rémission, essayez de voir quel est le niveau de rémission exigé et depuis quand. Ça va être le deuxième critère. Je l'évoquerai avec vous à chaque fois, mais regardez bien. Et le troisième niveau, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on espace, on arrête et comment on fait. Donc c'est les 3 trucs qu'il faut regarder dans chacune des études. Donc soyez bien attentifs à ces 3 critères-là. Donc dans cette première étude, vous voyez que c'est des PR établis, 197, traités par métaux et adalimumab. Et vous voyez qu'après, dans cette étude sur 197 malades, 69 patients sont en rémission DAS, niveau de rémission, donc c'est du DAS 28 inférieur à 2,6, au moins depuis 6 mois. Ok? Donc PR établi, DAS 28 inférieur à 2,6, 6 mois. Vous voyez l'APR, l'ancienneté, le DAS, etc. Et on arrête, là le choix est donc fait, troisième point méthodologique, d'arrêter, non pas le métaux, mais l'Humira. Et on arrête l'Humira chez 51 patients sur les 69. C'est de l'observationnel, donc c'est pas randomisé. Donc ne me demandez pas pourquoi on a arrêté chez 51 et qu'est-ce qu'on a fait chez les autres, on n'en sait rien. Mais on arrête quand même chez 51 de 69 et on les suit globalement 1 an. Vous voyez qu'ils sont pratiquement tous suivis à peu de choses près, 47 suivis à 1 an. Et regardez ce qui se passe. Prenons l'évolution simplement l'évolution à 12 mois pour les 47 malades. Vous voyez que à peu près la moitié des malades, alors qu'ils étaient en rémission DAS 28 de bonne qualité depuis au moins 6 mois, pratiquement la moitié a rechuté. 20% se retrouvent en faible activité. Il ne reste plus que 38% de malades en rémission à l'issue de la première année. On peut très bien voir cet élément-là comme la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'était PR établi, le niveau de rémission exigé était bon, il reste un tiers à peu près en rémission à 1 an. Il est clair que quand on regarde, vous verrez les autres courbes, la décroissance actuarielle de la rémission, on pense que probablement à 18 mois ou à 2 ans, ça serait encore beaucoup moins. La rechute est attendue. On est dans une phase de décroissance du maintien de la rémission. Les facteurs associés à la rémission persistante chez ce tiers de malades, c'est le jeune âge, le fait d'avoir très bien répondu et vite aux médicaments et d'avoir eu initialement un faible niveau d'activité. Je voulais juste faire un commentaire là-dessus, parce que ça, c'est un piège d'interprétation. Évidemment, quand vous partez d'un DAS à 6, ou plus de 6 si vous voulez, extrême, arriver à la rémission, c'est compliqué parce que vous partez de loin. Vous voyez? Alors que si vous partez d'un DAS à 3.2, passer sous 2.6, c'est relativement accessible. Donc, en fait, il y a souvent un piège. Soit vous regardez la rémission, soit vous regardez le delta DAS. Parfois, nous, on est plus intéressés par le delta DAS. Moi, je préfère finalement un malade qui part de 6 qui arrive à 3.2, presque qu'un malade qui part de 3.2 et qui va à 2.6. Vous voyez? Donc, attention à ce piège-là dans l'interprétation parfois du niveau de rémission obtenu. Complément dans l'étude Honor, c'est très intéressant, c'est de regarder à partir de quelle valeur du DAS obtenu, moins de 2,6, vous avez un fort critère de rémission persistante. Alors c'est intéressant, c'est une donnée qu'on a rarement. Vous voyez, je ne détaille pas la méthodologie, mais ils ont fait un calcul qui montre que la valeur seuil du DAS, c'est 2,16. Pour tous les malades qui ont obtenu moins de 2,16 points de DAS 28, ces malades, ils ont une forte chance de maintenir la rémission. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un malade en rémission, pour qu'il maintienne sa rémission, il faut qu'il soit en super rémission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je disais en introduction. Pour que la rémission ait vraiment une chance d'être maintenue, il faut qu'elle soit la plus optimale possible. Idéalement, rémission clinique, symptomatique et peut-être structurale, échographique. Donc c'est probablement ça que montre cette étude Honor. Le deuxième point, mais ça c'est vrai maintenant dans beaucoup d'études, les populations de PR sont moins progressives. Vous voyez que
93% des malades de l'étude, finalement, quelle que soit la situation, ne progressent pas. Donc finalement, il y a peu de progression. Même chez les malades qui rechutent, il y a peu de progression. Mais attention, c'est des vieux malades, père établi, et c'est que 1 an. Donc probablement, avant que la reprise structurale se fasse sur une maladie qui redémarre, il y a un temps de latence, et on ne voit pas à 1 an de différence en progression structurale, en tout cas dans cette étude-là. La deuxième, plus courte, deuxième étude observationnelle, plus petite, 45 polyarthrites rhumatoïdes, qui avait été traitée par métaux et tocilizumab dans l'étude Option, qui était une étude pivot du développement du tocilizumab, et ils ont maintenu en fait dans l'étude une cinquantaine de patients qui ont été suivis pendant 5 ans et qu'ils ont utilisé pour étudier l'effet, le risque de rechute à l'arrêt du traitement. Vous voyez que là, ils ont maintenu, donc premier critère sont des pairs établis, mais qui avaient été sélectionnés pour une étude, attention, donc c'est des pairs très sélectionnés, mais c'est des pairs établis. Deuxième critère, ils demandaient une rémission DAS moins de 6, mais 0 synovite au moment où ils arrêtent le traitement, et ils comparent finalement deux populations observationnelles, celles chez qui on a arrêté le traitement sur volontariat et celles chez qui le traitement a été continué. Et vous voyez en fait le résultat. Les patients chez qui le traitement est arrêté, vous voyez qu'on voit la courbe de décroissance du maintien de la rémission. Donc globalement, vous voyez que ça chute de façon linéaire. Et vous voyez qu'à 12 mois, après 12 mois de suivi dans cette étude observationnelle, alors qu'ils avaient été traités 5 ans déjà dans l'étude Option par méthotrexate, l'arrêt du tocilizumab entraîne une rechute chez 75% des patients à peu près en 1 an. Donc, vous voyez les chiffres, c'est les chiffres. Donc, avant, on était plutôt à 60% de rechute en 1 an dans l'étude observationnelle précédente. Là, on est plutôt à 75% de rechute chez des malades qui ont été pourtant fortement traités et des malades qui avaient un niveau de rémission très élevé, 0 synovite. Donc, l'exigence était forte. Malgré l'exigence forte, vous voyez qu'il y a peu de malades qui restent en rémission. Études randomisées. Donc, 3 études randomisées pour conclure mon topo. La première petite étude, c'était une des premières en 2012, l'étude ADMIR, étude suédoise, peu de malades, 31 patients atteints de pairs établis, donc pas débutantes, établis, traités par méthotrexate adalimumab à dose stable depuis au moins 3 mois, avec, deuxième critère, vous voyez, une rémission DAS demandée, donc DAS 28 inférieur à 2,6, rémission mais demandée uniquement après 3 mois. Donc en gros, ils randomisent après 3 mois, ils randomisent soit en arrêtant l'adalimumab, 15 malades, soit en maintenant l'adalimumab, et ils regardent à 28 semaines, donc c'est le choix qu'ils ont fait, combien de malades sont en poussée, combien de malades maintiennent la rémission. Ben, vous voyez là aussi, vous voyez les chiffres, arrêt de l'ADA ou maintien de l'ADA, alors même avec maintien de l'ADA, vous avez des patients qui échappent, ça c'est clair, mais vous avez bien sûr beaucoup plus de malades qui évoluent à nouveau, c'est-à-dire qui ne sont plus en rémission à l'arrêt de l'ADA. La différence est significative, probablement parce que 3 mois de rémission, c'est trop court pour des pairs établis. Je pense que 3 mois de traitement, c'est pas suffisant pour maintenir une rémission durable. L'étude française Guépard, que Martin Soubrier avait menée avec nous, qui avait fait un peu le même principe, mais sur des pairs débutantes, avait montré la même chose. 3 mois, c'est trop court, clairement. C'est ce que montre probablement le mieux cette étude. La deuxième étude, c'est l'étude DOSERA, étude randomisée, très intéressante, qui est une étude chez 73 polyarthrites rhumatoïdes, qui sont des pairs anciennes. Vous voyez, premier critère, 14 années d'évolution déjà, donc c'est des pairs établis, qui ont été traités depuis au moins 11 mois en moyenne, donc elles ont eu à peu près 1 an de traitement préalable par métaux et étanercept classique, 50 mg par semaine, et en fait, ils randomisent les patients avec un niveau d'exigence faible, puisqu'ils randomisent les malades en faible niveau d'activité. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas randomisé les malades en rémission complète? Probablement que pour des pairs évoluant depuis 14 ans, il est très difficile d'avoir un nombre important de malades en rémission complète après tant d'années d'évolution. Donc ils ont choisi pour des raisons pragmatiques des malades en faible niveau d'activité, mais il s'avère quand même que, même si c'était le critère, DAS 28 inférieur à 3,2, 80% de ces malades avaient quand même un DAS 28 inférieur à 2,6. Donc finalement, même si l'exigence de l'étude était Low Disease Activity, il y avait quand même pas mal de malades en rémission complète, près de 80%. C'est intéressant parce que ça n'aurait pas été la même chose si ça n'était que des Low Disease Activity sans rémission complète. Résultat des courses, vous voyez le flowchart du truc.
Donc il y a 73 malades qui ont été traités par étanercept 50 mg par semaine méthotrexate, et on les randomise à ce stade-là quand ils sont en low disease activity, on les randomise maintien du traitement, idem, 23 malades, diminution de dose de moitié, 25 mg semaine d'Ambrel, ou uniquement le méthotrexate. Et on voit les résultats, et vous voyez les résultats, c'est assez net. Alors, il y a deux renseignements. À ce stade-là, chez ces malades-là, arrêtez l'Ambrel complètement, c'est-à-dire le bras bleu, vous voyez, le bras bleu ici, c'est 13% seulement à 48 semaines de malades qui maintiennent une low disease activity. Donc c'est vraiment pas génial, mais c'est la vérité. Si j'ai des malades avérés, en d'autres termes, des pairs avérés que vous mettez en bon niveau de rémission, low disease activity en rémission complète, finalement à 1 an ou moins d'1 an, il y a 90% des malades qui ont rechuté sous méthotrexate, avec le maintien du méthotrexate. Deuxième renseignement de cette étude qui est intéressant, on regarde les deux stratégies, maintien de la même dose ou diminution de la dose, c'est pareil. Donc ça c'est très intéressant. Cette étude montre que, en gros, arrêter dans des pairs avérés, c'est pas très pertinent. En tout cas, sauf chez 13% où malgré tout le métaux suffit. Donc après on peut voir la bouteille là aussi à moitié vide, à moitié pleine. Pour 13%, ça peut suffire encore. Mais par contre, diminuer la dose de 2 fois, c'est pertinent et on ne perd pas en niveau de rémission. Et d'ailleurs, on ne perd pas non plus éventuellement à la reprise évolutive de la maladie par un retraitement. Ça, c'est une donnée unique. On a rarement des données publiées aujourd'hui dans des études randomisées. C'est le schéma qui montre que pour les malades qui ont rechuté à un moment donné de l'évolution, rechuté parce qu'ils étaient dans le groupe méthotrexate seul, dans le groupe méthotrexate étanercept 50 mg, ou ceux qui ont maintenu le traitement, vous voyez que les courbes se chevauchent, donc on rattrape. Ça, c'est très intéressant, parce qu'une des questions fondamentales, et je le répète, on n'a pas beaucoup de réponses à ça, contrairement au méthotrexate, vous vous rappelez de la vieille étude des DIMARDS, la vieille étude hollandaise d'il y a 20 ans, qui avait montré que quand vous étiez en rémission avec un DIMARDS classique, on arrête et on reprend le DIMARDS, et bien ça marche moins bien. C'est le hollandais, alors qu'une étude, mais elle était bien faite à l'époque, donc on avait l'impression qu'à la reprise d'un traitement, après arrêt, lors d'une rémission, la reprise était moins bonne, moins efficace. Là, cette étude montre que, après réduction de dose ou arrêt de l'étanercept, en l'occurrence là le biomédicament était l'Ambrel, mais c'est peut-être vrai avec d'autres, et bien vous rattrapez complètement le résultat. Il n'y a pas de perte de chance, de perte d'efficacité. Donc, il faudra confirmer avec d'autres molécules, mais c'est un élément quand même intéressant. L'autre élément intéressant, c'est que même si vous allez moins bien sur le plan symptomatique, vous ne perdez pas de chance sur le plan de la progression structurale. Vous voyez que, regardez le schéma de droite, qui est le schéma de différentiel de la progression radiographique, il n'y a pas de différence entre le groupe où vous avez réduit la dose par rapport aux pleines doses maintenues, réduit dose de moitié ou arrêt de l'Ambrel, sur 48 semaines, pour des pairs qui sont des vieilles paires. N'oubliez pas, c'est les paires de 14 ans. Probablement que c'est des paires qui évoluent peut-être plus tant que ça. Et s'il y avait réévolution structurale, il y aurait peut-être un retard à l'allumage, il faudrait un peu de temps pour qu'elle réévolue. Donc cette étude d'Ozera, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle répond en fait à cette question de réduction de dose. Donc on peut, quand on a un bon niveau de rémission, peut-être diviser la dose par 2, en tout cas pour l'Ambrel. Une autre étude, qui est l'étude Prize, et qui elle répond à une autre question intéressante, qui est l'arrêt du traitement versus la réduction après rémission dans des paires débutantes. Donc rappelez-vous les critères, là on n'est plus dans la paire avérée, dans la paire débutante. C'est intéressant. Hein. Donc pourquoi c'est intéressant? Ce sont des paires débutantes, un nombre important, c'est une étude randomisée. L'étude est un peu compliquée, mais tous les malades ont eu un traitement paire débutante, ils ont tous eu le traitement intensif d'emblée, c'est-à-dire méthotrexate plus Ambrel 50 mg par semaine. C'est la phase 1 de l'étude. Puis quand ces malades-là ont atteint un double critère, je suis désolé, je suis obligé de vous expliquer l'étude parce que j'ai dit à Ahmed c'était un topo difficile parce que chaque étude doit être expliquée correctement. Quand ces malades-là, avec le traitement intensif, ont atteint la low disease activity, c'est-à-dire DAS 28 inférieur à 3.2 à 39 semaines, et la rémission complète DAS 28 inférieur à 2.6 à 52 semaines, ils ont le droit d'être randomisés, soit arrêt de tout, donc vous voyez, nouvelle question posée, est-ce qu'on peut tout arrêter, même le méthotrexate, soit maintien du méthotrexate seul, soit réduction de la dose de moitié de l'Ambrel en passant à Ambrel 25 mg par semaine plus métaux. Donc très intéressant.
plus une phase 3 de l'étude dont je ne parlerai pas, qui est dans chacun des bras, arrêt total, arrêt du biomédicament, diminution de dose de moitié du biomédicament, on arrête à chaque fois dans la phase 3 les 3 traitements. Donc, étude très intéressante, mais vous voyez qu'elle est un peu compliquée, donc regardez les résultats dans des PR qui sont donc des PR récentes, hein, comme je vous l'ai dit, classiquement séropositives, etc., qui ont eu quelques-unes quand même un peu de DIMARD synthétique, mais la majorité des malades n'étaient pas traités, donc c'est vraiment des PR vierges, hein, vierges de traitement, enfin en tout cas à plus de 90%, elles sont vierges de traitement, et on démarre par un traitement intensif. Hein. Vous avez compris le principe. Hein. Ben, regardez le résultat de la phase 2, donc voilà la phase 2, voilà la phase 3 où on arrête tout, hein, je dirais un tout petit mot, mais regardez surtout la phase 2. Ben, vous voyez que quand on arrête chez des malades, pourtant en rémission complète, hein, c'était dur hein, les critères, vous avez vu, on attendait 1 an, ils devaient être en rémission complète à 1 an, avec un traitement intensif d'emblée, PR débutante. Et ben, quand on arrête tout, la chance, c'est la courbe bleue du bas, vous voyez, quand on arrête tout, vous voyez que on a encore autour de 30% de malades en rémission dans des formes débutantes. C'est mieux qu'avant parce que ce sont des formes débutantes. Et ça, on le sait par d'autres études. Vous voyez, quand on maintient le méthotrexate seul, c'est mieux, mais c'est moins bien que quand on maintient la demi-dose d'Enbrel. Donc ça montre bien 2 choses dans cette partie-là, que si vous arrêtez tout, c'est un petit contingent qui reste en rémission complète, même dans des PR débutantes, traitées intensivement. Alors là aussi, bouteille à moitié vide, moitié pleine, c'est peut-être bien pour cela, mais c'est quand même peu de malades. Le méthotrexate fait gagner un petit peu, mais fait gagner moins que l'Enbrel à demi-dose. Donc on peut baisser l'Enbrel demi-dose dans cette population-là, mais il faut maintenir visiblement, dans ces formes-là, il faut quand même maintenir une pression thérapeutique, sans quoi le risque de rechute est important. Et vous voyez que ce que je vous dis est vraisemblable quand on regarde la phase 3 de l'étude, qui n'est pas publiée et dont les résultats ont été présentés en congrès. Vous voyez, si on continue à arrêter, eh ben ça s'effiloche et progressivement on arrive à 20%. Et il est probable que si on regarde encore 20 semaines plus tard, donc à 1 an et demi, 2 ans, probablement 2 ans, probablement qu'on sera à moins de 10% de malades en rémission, dans des formes débutantes. Idem pour les autres courbes. Hein. Regardez la courbe rouge, qui est un peu décevant. Vous voyez le métaux, même si on avait maintenu le métaux jusqu'à 92 semaines avec un assez bon résultat, si vous l'arrêtez à ce moment-là dans des PR débutantes, et vous voyez que vous perdez quasiment 20 à 25% de patients qui vont rechuter avec un niveau d'activité significatif. Pour la progression radio, il n'y a pas de différence, c'est toujours le problème de nos populations de PR, même débutantes, là, pourtant, même débutantes, où finalement, il y a peu de progression radiographique, même si on voit un chouïa de différence, vous voyez, entre les 3 bras, à la fin de la phase 2 randomisée. Les courbes vont peut-être s'écarter, hein, peut-être, mais il n'y a pas une différence énorme. La dernière étude que je voulais vous présenter, qui est une étude française gérée par Bruno Fautrel, qui est très intéressante, qui est l'étude STRASS. Est-ce qu'elle pose encore une autre question qui pose la question de la décroissance progressive par palier? Vous voyez que c'est une autre notion, en fait, qui est plus fine, donc elle est intéressante. Je vous incite à la lire quand elle sera définitivement publiée. Dans des PR, premier critère établi. 138 PR établis, donc ce pas des débutantes. Hein. En rémission sous-cutanée, Enbrel ou adalimumab. Des PR, en fait, qui ont, deuxième critère d'exigence, une rémission d'AS28, moins de 6, depuis au moins 6 mois. D'accord? Et troisième critère, je ne détaille pas, mais vous voyez que c'est randomisé avec 2 bras, où on maintient le traitement, on ne se pose pas de questions, où on fait de l'espacement progressif trimestriel des injections, selon un protocole établi, que d'ailleurs, c'est un protocole pragmatique, hein, c'est ce qu'on fait. On réduit, hein, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vous voyez, pour l'Enbrel, je passe à 8 jours, 10 jours, 14 jours, 21 jours. Pour l'Humira, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Alors c'est un peu arbitraire, hein, mais c'est de l'espacement progressif quand les malades vont bien. Beaucoup de gens font ça en fait. Hein. C'est pour ça que le protocole a été construit comme ça. Et les résultats, je vous les montre. Résultats, quand on regarde le bras espacement, on observe que 14% des patients n'ont jamais pu espacer les injections. 45% des patients ont espacé sans pouvoir arrêter. Et 30% des malades, 27% exactement, ont quand même pu arrêter leur anti-TNF au moins un petit bout de temps. La différence, néanmoins, même si elle n'est pas significative, entre les 2 bras, bras maintien, bras espacement, vous voyez quand même qu'il y a arithmétiquement un moins bon DAS moyen dans le groupe espacement que dans le bras maintien.
Donc il y a une différence qui n'est pas significative, en tout cas à 18 mois. En revanche, si vous regardez les résultats différemment, si on regarde le résultat sur la base de la rechute définie par un DAS, qui est un DAS 28 qui devient supérieur à 2.6, ou un delta DAS et un delta DAS supérieur à 0.6, vous voyez que là, la médiane de rechute, il n'y a pas photo. La médiane de rechute à 18 mois, elle est à 18 mois pour le bras maintien, elle est à 9 mois pour le bras espacement. Donc là, clairement, ça montre qu'il y a une différence très nette et qui probablement, vous voyez le P qui est très net, et probablement que les choses vont s'espacer. Donc, cette étude et ces deux résultats que je vous ai montrés, c'est intéressant, parce que tout dépend comment on regarde les résultats. Vous voyez, si je regarde préalablement le DAS moyen dans les deux groupes, on ne voit pas de différence. Si je regarde le pourcentage de rechuteurs ou la médiane de temps à la rechute, c'est très différent. Donc attention à l'analyse des résultats en fonction du critère que l'on observe. Si je regarde, c'est simple, la progression structurale, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, un maintien ou espacement, pour les mêmes raisons que préalablement. Et si j'essaye de corréler les résultats obtenus en fonction de la molécule, du mode d'administration, monothérapie, association, etc., globalement, il n'y a pas de différence. Il y a une petite différence qui montrerait que l'adalimumab est associé à un risque supérieur de rechute par rapport à l'ombrelle, mais je pense que ce n'est pas un résultat que je considère vraiment significatif. C'est le résultat de l'étude, mais je pense que c'est un épiphénomène qui n'est pas forcément très important. Donc en conclusion, et je m'excuse d'avoir pris un peu de temps, mais j'ai essayé d'être le plus descriptif et pédagogique, parce que je le répète, c'est un topo difficile. J'ai déjà présenté ce topo plusieurs fois. Il est difficile parce qu'il y a plein de questions et chaque étude répond qu'à une partie des questions avec, vous avez vu, des catégorisations compliquées. Néanmoins, en conclusion, ce que vous pouvez retenir, c'est le premier point, on est tous d'accord. Il faut continuer à se donner comme objectif la rémission chez ces malades avec la règle des 4T. Ça, il faut être obsédé par ça. Il faut garder cette règle, mais on est tous d'accord. En cas de rémission, je voulais revenir sur les fondements. C'est bien tout ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire sur les biomédicaments. Mais avant tout, rappelez-vous qu'il y a des choses encore plus importantes. À mon sens, en cas de rémission, et pour que la rémission soit une rémission, il faut que j'ai pu arrêter les INS, ça me paraît indispensable. Éventuellement, les corticoïdes, en tout cas, minimiser à fond les doses de corticoïdes. Et si c'est le cas, je peux peut-être, à ce moment-là, avoir pu espacer ou arrêter les traitements de fond. Le choix du traitement de fond arrêté, à mon sens, c'est le troisième élément, dépend clairement de la PR et de la tolérance au traitement. Juste un exemple, si c'est une PR très grave, très érosive, très agressive structurellement, je ne suis pas sûr que je ferai le choix d'arrêter le biologique. Peut-être que je maintiendrai plutôt le biologique et j'arrêterai plutôt le méthotrexate, a fortiori si le malade le supporte mal. Alors que si c'est une PR qui n'est pas agressive sur le plan structural, si je peux maintenir le résultat symptomatique avec le métaux, je préfère arrêter le biomédicament. Vous voyez qu'il faut raisonner, médecine personnalisée, c'est le 4e T. Et le dernier point, vous avez vu que les études que je vous ai présentées montrent très clairement qu'on peut réduire les doses, on peut réduire les doses de moitié, et c'est l'étude de Dosera, notamment EPRISE, où on peut espacer, comme le montre l'étude Strass, ces deux stratégies différentes. Reste à savoir, et c'est mon dernier commentaire, si réduction de dose ou espacement, c'est la même chose, notamment en matière de risque d'immunogénicité pour les médicaments, donc de risque de mauvais résultats à la reprise. Vous avez vu que le résultat à la reprise avec l'ombrelle, ça a l'air bon. Est-ce que c'est la même chose avec les autres biomédicaments? Je ne peux pas vous répondre. C'est probablement vrai avec le MabThera, parce qu'on le sait, parce que le MabThera est séquentiel. Donc justement, de fait, on sait quand on reprend, ça marche. Mais avec les autres biomédicaments, je ne peux pas forcément vous répondre, si ce n'est avec l'Abatacept que vous n'utilisez pas. Mais c'est une autre question qu'on abordera probablement à une autre occasion. Voilà, je vous remercie beaucoup.